Bref, avançons. Troisième joueur du jour, c'est Tyus Jones. 29 minutes par match pour Tyus Jones cette saison. 66 matchs, pile 100 de true shooting plus. Donc il est pile au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité au scoring. Sur un usage, mine de rien, qui est assez faible, 16% à peine. Mais c'est vrai que pour te lancer, on est sans doute sur sa meilleure saison en carrière, peut-être. Bah, en tout cas, c'est plus de responsabilités individuelles. Forcément, il tombe dans le marasme de Washington, hein, désolé, mais il tombe dans le marasme de Washington, c'est-à-dire que Tyus Jones, sur la saison à Washington, il a été plus souvent titulaire que sur l'intégralité de sa carrière, alors que c'est un joueur qui a 9 saisons NBA, il me semble. Donc voilà, c'est un joueur qui a beaucoup profité. Après, Tyus Jones, moi j'étais très content que tu me donnes Tyus Jones dans la liste, parce que moi, ça fait partie d'un des plus gros revirements de philosophie que j'ai pu avoir d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que quand on a fait, si on avait fait la syllabe il y a de ça un an, moi je t'aurais dit Tyus Jones, c'est un profil que j'aime beaucoup parce que playmaker extrêmement propre. Alors on est sur un playmaker qui fait des choses simples, mais qui fait des choses très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un manipulateur de défense comme peut l'être par exemple un Tyrese Haliburton. On est sur du pick and roll. Il n'y a pas de flashy dans le playmaking de Tyus Jones. Il y a de l'efficacité au tir, notamment à 3 points, même si finalement à 2 points et près du cercle, c'est pas si bien que ça, mais au moins sur catch and shoot, c'est un shooter efficace. Donc je t'aurais dit, franchement, c'est un profil que j'aime beaucoup. Et là où j'ai changé, entre guillemets, de philosophie depuis un an, c'est que j'accorde une importance beaucoup plus grande au fait que les joueurs de petite taille sont des joueurs qui de facto sont pénalisants. C'est-à-dire que Tyus Jones, c'est la problématique, c'est que c'est un joueur qui individuellement a de nombreuses qualités, mais structurellement pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que défensivement, c'est un joueur qui, tu vois, on parle souvent par exemple, du 4 Trae Young pour justifier un joueur de petite taille. Sauf qu'il n'a pas du tout le rendement offensif que peut avoir Trae Young. Donc du coup, ce qu'il apporte offensivement, à savoir du playmaking de grande qualité, un petit peu de shooting, même si le volume à 3 points est pas si élevé que ça, ça n'est pas forcément suffisant pour compenser les lacunes qu'il peut poser structurellement défensivement de par sa petite taille. Et c'est aussi pour ça, je pense, que il n'a pas été forcément courtisé par les équipes au moment de la trade deadline. Quand bien même, je pense que c'était un asset qui pouvait être bougé, parce que même au niveau de son salaire, il ne coûtait entre guillemets que 14 millions, donc c'est à peine au-dessus du mid-level exception en NBA, mais les équipes ne se sont pas bousculées du tout pour le récupérer. Il a signé aux Suns avec la free agency, lors de la free agency, mais c'est pas non plus sur un énorme contrat, donc pour moi, ouais, c'est le plus gros point de ma plus grosse évolution de philosophie. Et Tyus Jones, c'est un peu le représentant ultime de ça. C'est-à-dire que, oui, c'est un joueur très propre au niveau du playmaking, mais déjà, il fait beaucoup de choses simples. Et finalement, en termes de manipulation de défense, on n'est pas sur un joueur qui est si bon que ça. Et surtout, les joueurs de petite taille, défensivement, te posent un problème structurel qui est beaucoup trop important et qui, du coup, est extrêmement pénalisant au niveau de leur classement quand tu le compares à d'autres joueurs. C'est un peu le problème, c'est que c'est un mec qui est un peu coincé entre deux rôles, pour le coup. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, ça va être la Rolls-Royce des backups meneurs NBA. Et c'est génial, hein, mais sauf qu'il est peut-être pas non plus assez bon pour être un meneur titulaire. En tout cas, comme tu dis, les gros compromis, tu les acceptes, mais parce que de l'autre côté, il y a des grandes forces, quoi. Trae Young, Trae Young est petit, mais sauf que c'est littéralement le moteur de ton attaque. Et sauf qu'on n'a pas ça avec Tyus Jones. On n'a pas du tout cet aspect un peu de, ça vaut le coup de l'avoir sur le terrain, et puis on s'en soucie pas trop parce que l'attaque, c'est lui. Et c'est vrai que son profil, et même, tu vois, sur les trucs que les gens aiment chez lui, moi, je suis content que tu aies un peu rejoint le bateau. Mais moi, je l'aime beaucoup aussi. Mais tu vois, les trucs que les gens aiment, c'est, le ratio, pardon. Assist turnover. Assist turnover, exactement. Et oui, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il fait aussi peu de turnover? C'est aussi la conséquence de son style de jeu, de prendre très peu de risques, finalement. Donc, ok, c'est bien, mais quelle est un peu la conséquence de ça? Il faut aussi évaluer non pas que ce qu'on a, mais ce qu'on n'a pas et ce qu'on aurait pu avoir. Et c'est aussi là-dessus où, oui, c'est très bien quand tu fais la passe un peu simple que tu fais tourner ou tu fais la passe juste au shooter à une passe près. Mais sauf que, est-ce qu'il n'y avait pas de plus de valeur à aller chercher le layup qui est sous le panier, mais il faut avoir la taille pour aller le chercher, il faut avoir le niveau de manipulation, il faut, plein de trucs, quoi. C'est aussi la difficulté parfois du scouting, il faut aussi évaluer, en tout cas, quand tu évalues, il faut aussi évaluer ce qui n'est pas arrivé dans l'action, mais qui aurait pu arriver. Et bref, j'exagère un peu, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il a des chiffres un peu qui n'ont pas de sens, parce que le ratio de playmaking, c'est-à-dire à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons,
bah ouais, il a des chiffres parmi les meilleurs de NBA, voire même le meilleur de NBA. Il a 1,69 de ratio, quasiment 1,7. C'est un mec qui fait que des passes, quoi, grosso modo. Et en même temps, il est aussi à 7% de turnover, à peine 7%. C'est, pour vous dire, un mec qui fait beaucoup de passes, déjà s'il a 10%, 11%, on dit bon, c'est bien, quoi. Et 7%, c'est un truc record, et que d'habitude, on voit des mecs à peine à 7% de turnover qui sont pas des passeurs. Donc tu dis, ok, bon, Trey Murphy, t'es bien gentil, tu fais pas de turnover, mais parce que tu fais pas de passes, donc il y a aucune prise de risque. Donc, c'est un peu un truc unique. C'est, bah ouais, il fait beaucoup de passes et en même temps, il y a pas de déchets. Mais aussi parce que il y a ce coup d'opportunité, il y a ce coup de quel est le manque à gagner. Et en un sens, on est dans une stratosphère différente, hein, mais c'est aussi ce que j'ai toujours un peu reproché moi à Chris Paul relatif à d'autres superstars. C'est bah ouais, hyper propre en efficacité, hyper propre en turnover, mais parce que il y avait jamais ce côté, encore une fois, hein, comparé aux autres superstars, de forcer la décision, d'être implacable, de faire des passes encore plus géniales. Il y a toujours ce côté un peu gérer la boutique. Et si tu prends ça, mais un peu à 4 niveaux en dessous, c'est un peu Tyus Jones, ce qu'est Tyus Jones comparé peut-être à d'autres meneurs titulaires NBA qui vont faire plus de déchets, qui vont peut-être pas être hyper efficaces forcément non plus, mais c'est vrai que l'impact sur le jeu, c'est en fait il fait tourner la boutique, mais est-ce que tu as besoin de ça en NBA aujourd'hui? Pas forcément, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que il a pas la menace au scoring, et même si tu regardes en fait le usage, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que cette saison, il était à 19,7 de usage, donc qui est dans le 28e centile au niveau des meneurs. Là, tu parles de Clean the Glass, hein, pardon. Oui, selon Clean the Glass, donc ça compte les passes décisives. Hein. Ouais, c'est ça, parce que comme j'ai cité tout à l'heure, le basketball référence qui est à peine à 16%, pour pas créer de confusion. Tout à fait, tu as bien raison de le préciser. Mais du coup, pour inclure le passing, parce que forcément, il est principalement sur le passing, il est à 19,7 de usage. Si on regarde un joueur que tu as déjà évoqué dans la syllabe qui est McConley est un 18,6. McConley, il est beaucoup sur l'assist, il est sur un usage peu élevé, beaucoup de catch and shoot à 3 points, mais je trouve que défensivement, on est sur un joueur qui est beaucoup moins contraignant dans le cas de McConley que ce que peut être Tyus Jones. Quand bien même, on est sur deux joueurs qui ont un volume qui est pas très élevé. Et après, t'as parlé du fait que c'était un joueur qui, effectivement, était un haut niveau de playmaking, mais faisait rien de génial. Aussi la petite taille, forcément, plus t'es petit, moins tu peux, entre guillemets, voir le jeu de haut, donc moins tu peux lire potentiellement ce qui peut se passer. Et il y a encore une fois une similarité qui est assez impressionnante avec son frère, Trey Jones, qui joue du côté des Spurs, où c'est les mêmes profils, quand bien même, je me demande si en termes de playmaking, juste en termes de variété de passes, je ne préfère pas Trey Jones à Tyus Jones. Alors c'est peut-être un affront, mais en termes juste de pas de volume, pas d'efficacité, pas de juste en termes de pure variété de playmaking. Quand bien même il y a beaucoup de situations, voilà, t'en as beaucoup parlé, mais avec Victor Wembanyama, il y a plein de situations où les coéquipiers de Victor Wembanyama le trouvaient pas dans les situations, dont Trey Jones. Mais en termes juste de variété de playmaking, je me demande si je préfère pas le frère à Tyus Jones. Et voilà, c'est un peu une problématique qu'on avait soulignée quand on avait fait l'épisode de l'hebdo aussi. On avait eu une question un petit peu sur les meneurs de métier. Je trouve que Tyus Jones est dans une situation où peut-être qu'il y a 10 ans, ouais, ça aurait été un meneur, comme tu l'as dit, qui fait tourner la boutique et que ça n'aurait pas été pénalisant, mais le fait qu'il y a un manque d'impact et un manque de dangerosité au scoring, ça rend son playmaking moins dangereux pour les équipes adverses et ça rend le joueur moins dangereux. Et en plus de ça, si tu ajoutes au fait que il va pas trouver des angles de passe géniaux, il va juste être dans des actions simples, c'est encore plus pénalisant. Bon, après, on commence par des nuances, mais mine de rien, cette propreté peut avoir ses avantages, mais c'est vrai que voilà, on peut aussi dire le contexte à Washington n'était pas bon, donc c'est pas que lui. On est d'accord, mais c'est juste que si on compare à d'autres titulaires NBA, voilà, il y a peut-être pas ce standard de création de passing, et comme tu dis, il y a pas non plus forcément le scoring en fait, hein, mine de rien, même si en plus c'est sa meilleure saison d'efficacité. Donc ça aussi c'était un truc qui, paradoxalement, mais il n'avait jamais vraiment été trop efficace, ou en tout cas pas hyper efficace. C'était un peu, bon, voilà, tu fais tourner la boutique, tu prends pas de risque, au moins que ce soit un peu efficace, et on n'avait pas trop ça. Là ça va, pour le coup, première fois qu'on est relativement efficace. Pourquoi aussi? Parce qu'on est à 41% à 3 points sur 4 tentatives par match, donc c'est bien, mais voilà, c'est un package assez particulier. Et tu vois, sur un temps de jeu il joue une demi-heure par match, hein, grosso modo, il fait que 7 drives par match, donc déjà le volume est assez faible, et même en efficacité on est dans le 30e centile, 34e centile, grosso modo, parmi les joueurs à volume équivalent, donc à peine mieux que 30% des joueurs qui font autant de drives que lui, ou plus.
Donc voilà, on n'a pas cette menace-là. Et je pense que c'est un peu ça qui est à la base de tout. Parce que c'est ça qui va créer le décalage. C'est ça qui crée des ouvertures de passes, des possibilités de passes. C'est à quel point tu pèses sur une défense et tu crées des décalages, tu forces la défense à faire des rotations et à monter sur toi ou à se resserrer autour de toi. Bah, je pense que ça part un peu de là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette menace, donc ça crée pas des brèches. Donc on n'a pas forcément le même rayonnement au passing que d'autres, quoi. Ça, au-delà du fait que, même sur le passing pur, on est d'accord qu'il n'a pas la créativité que de Trae Young ou de mecs comme ça, mais c'est aussi évident. Et puis, même sur la défense, je pense que c'est un mec qui a déjà fait des bonnes saisons, plutôt bonnes saisons côté Memphis et tout, mais comme tu disais aussi, il y a peut-être le coup de. Il est quand même petit. Donc, même s'il est plutôt bon sur des postes 1, sur ses bons passages, il peut pas monter en poste, il peut être ciblé, et puis la défense off-ball aussi est pas top non plus. Donc, ouais, tu vois, lui, ça faisait clairement partie des gens que j'hésitais à mettre ou pas. On l'a mis, on en discute, et je pense que c'est intéressant aussi d'en discuter, de lui dans le top 100. Mais c'est vrai que éventuellement ça peut être un mec qu'on peut rediscuter, ou d'autres mecs peuvent lui passer devant, qui sont pas actuellement dans la playlist, en tout cas, je pense. Ouais, possiblement. Et après, peut-être rajouter un tout dernier truc sur l'aspect défensif. Pourquoi, entre guillemets, il était meilleur cette année que ce qu'il pouvait être les autres années potentiellement Memphis, ou en tout cas moins ciblé. Parce qu'il était dans un collectif où il y avait moins d'excellents défenseurs à Washington. Il y avait Jordan Poole. Voilà, il y avait Jordan Poole. Donc forcément, on va dire que quand tu es dans le 5, quand tu es dans le bench unit de Memphis, où tu as beaucoup de bons défenseurs, surtout à les années où Tyus Jones est présent à Memphis, tu vas être le joueur qui va se faire cibler. Là, quand tu as Jordan Poole, Kyle Kuzma, potentiellement, tu vas être un peu plus off-ball et tu vas pas être le point d'attaque principal des attaques adverses. Donc voilà, la manière de Constant de nous dire que au royaume des aveugles, Constant, les borgnes sont rois. C'est un peu ça, bien sûr. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, mais voilà, c'est bon, bref, c'est le cas Tyus Jones, on a bien développé. Donc niveau classement, on va être vers le bas alors, c'est ça? Pour moi, il est derrière Klay Thompson. Hein. Est-ce que tu vas en profiter pour reclasser la fin du classement ou pas? Bon, après, peut-être avoir d'autres avis, mais pour moi, je pense même, si jamais on reclasse le classement en disant bon allez, DeAndre Hunter, on le met à la dernière position, je suis même pas sûr que je le mets devant DeAndre Hunter. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Tu veux dire que Tyus Jones, par rapport à DeAndre Hunter, tu prendrais pourquoi pas même Tyus Jones en fait? Non, mais je prendrais pourquoi pas DeAndre Hunter en fait. Hunter par rapport à Jones, alors l'inverse, pardon. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, ouais. Si on reclasse en disant ok, on met DeAndre Hunter, on le passe derrière Aaron Nesmith et derrière Klay Thompson, tu vois, je suis même pas sûr que je préfère Tyus Jones à DeAndre Hunter. Pour moi, c'est un joueur qui pose trop de compromis et surtout qui a ce côté où en fait, c'est pas un joueur qui va au cercle parce qu'il est petit, donc beaucoup dans la zone de short mid, beaucoup de flotteurs, mais c'est pas un joueur qui a un énorme volume à 3 points, donc en fait, son efficacité au global est pas si bonne que ça. Donc c'est quasiment tu peux même pas le prendre en disant ok, il va nous amener de la propreté au playmaking et de l'efficacité au tir. Il est à peine dans la moyenne NBA en étant un joueur qui pose énorme problèmes structurellement en défense. Donc pour moi, je mets derrière Aaron Nesmith et Klay Thompson. Et si jamais on repasse ces deux joueurs devant DeAndre Hunter, je pense que je le mets quand même derrière DeAndre Hunter. Ok, faisons ça alors. J'aurais bien envie de descendre Hunter. Comme on a dit, donc de coller en fait Hunter devant Jones, les deux tout en bas. Ce sera un peu ça l'idée. J'attends de récolter peut-être d'autres avis parce qu'on vient de le classer Hunter, mais effectivement ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Mais ok, en tout cas, Jones, mettons-le là alors. Tyus Jones tout en bas du classement. Ok, faisons ça. Peut-être que voilà, tu vois, quand je disais Ivica Zubac il fait que 26 minutes, mais est-ce que c'est pas mieux qu'un tel qui en fait 29 ou 30? Je pense que ça peut s'appliquer à Tyus Jones, pour le coup. Norman à mon sens. Malik Monk. Ouais, effectivement. Bref, donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 21 décembre 2023. Et c'est c'est un joueur, on l'a un peu décrit, il n'y a pas de flash, c'est pas sexy, il y a pas de... J'ai pris une random assist, voilà, une random assist de Tyus Jones. Nous sommes le 21 décembre, nous sommes contre Portland. Voilà, je me suis dit Constant, il est fort, donc je lui fais des quiz durs. Random assist pour un dunk de Gafford, le 21 décembre contre Portland. Du coup, il y a Daniel Gafford. Gafford est sur le terrain, tout à fait, bravo. Après Washington, ils étaient nuls, mais au moins les joueurs étaient présents. Donc, est-ce qu'il y a Kyle Kuzma? Il y a Kuzma, ouais. Kuzma, Gafford, Jones. Jordan Poole? Il n'y a pas Jordan Poole. Alors, il y en a un qui se trouve... À Portland, actuellement. Non, je veux dire, il y en a un qui se trouve. Il y en a qui se trouve, et il y en a l'opposé de ça.
Ah, Corey Kispert. Exactement, il y a des gens qui se Faut que perdent. Corey Kispert. Ah ouais. Corée qui se perd dans la forêt, tout à Corey fait. Kispert, ouais. Enfin, non, mais elle est très bien, c'est juste moi, le temps que ça remonte à mon cerveau, j'avoue. Ça a mis du temps. Je suis pas aussi fort en jeu de mots que toi. Et le dernier de Washington, je pense que tu le connais bien. Il a joué défenseur à Chelsea, à Naples. Ah, Mike Muscala. Non. Non, c'est pas. Ah, je croyais que tu connaissais bien pour OKC. Non, défenseur central à Chelsea, à Naples, notamment. Français? Ça te dit rien? Ouais, français. Bilal Koulibaly. Exactement, Bilal Koulibaly. Alors, pour Portland, est-ce qu'il y a Dominaton? Exactement, Dominaton, avec 2 fautes provoquées sur la saison. Il est là. Je sais plus, j'avais vu une stat, je crois. Je pourrais plus la citer, mais sur un La match. stat, face à OKC. je la connais, c'est 40. Il a provoqué 40 fautes sur toute la saison. Voilà. Je crois, mais il y en a, je sais plus, il y en avait une. Mais bref, c'était catastrophique. Y a-t-il Anthony Simons? Oui, tout à fait. Y a-t-il Jeremy Grant? Oui. Et alors après, y a-t-il Scoot Anderson? Oui, tout à fait. Ouais, après, Impressionniste. impressionniste. Un impressionniste. Mathis Taibul? Exactement, Mathis Ah ouais, Taiboul. là, fort, oui, d'accord. Là, on est sur du haut niveau. Tous les ans, là, tu t'améliores d'année en année là, sur les indices pour la syllabe. Là, c'est incroyable. Bon, après, c'est le grand écart, hein, parce que entre Mathis Taiboul, l'impressionniste, le peintre impressionniste, et Kisper qui se retrouve, bon, bref. Non, c'est pas. Non, c'est les justement, antipodes. t'as un éventail très large. C'est parfait. T'es extrêmement polyvalent. C'est parfait.